Imaginez un peu la scène. On est à Chicago, début du XXe siècle. Un jeune pasteur, Monsieur Gonzalez, monte en chaire. Il regarde les gens et il annonce le titre de son sermon du jour. Ce que je ferais si j'avais 1 million de dollars. Ah oui, c'est pour le moins provocateur comme titre pour un sermon. Provocateur et peut-être même un peu arrogant. Mais c'est justement ça qui a dû capter l'attention. Parce que dans l'Assemblée, sans qu'il le sache, il y a un certain Philip Armor, le magnat de l'industrie de la viande, l'un des hommes les plus riches de la ville. Et il écoute. Il écoute attentivement. Et là, le pasteur se lance. Il décrit son rêve avec une passion incroyable. Fonder une grande école, un institut pour les jeunes. Mais pas une école classique, hein. Non, pas juste pour la théorie. Exactement, une école pour apprendre à réussir concrètement dans la vie. Il voulait enseigner le sens pratique et surtout cultiver l'imagination. Et la suite est, enfin, elle est complètement folle. À la fin du sermon, Armour ne se contente pas d'applaudir. Il se lève, il va voir le pasteur et il lui dit cette phrase d'une simplicité désarmante. Jeune homme, je crois en vous et en votre idée. Venez à mon bureau demain matin, je vous donnerai ce million. Et voilà, c'est comme ça qu'est né l'Institut Armour des technologies, qui existe toujours d'ailleurs. C'est fou. Et cette histoire qui ouvre le livre monumental de Napoléon Hill, Les lois du succès, ce n'est pas juste une anecdote, c'est le cœur de sa philosophie. Tout à fait. L'idée qu'un concept clair, né de l'imagination, avec une foi absolue, eh bien ça possède une sorte de magnétisme. Ça attire les ressources nécessaires pour devenir réalité. C'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. On plonge dans cette œuvre, qui est le résultat de plus de 20 ans de recherche. Oui, Napoléon Hill a été quasiment mandaté par Andrew Carnegie pour ça. Il a interviewé plus de 100 personnalités de son époque, Henry Ford, Thomas Edison, Bell. Son but, ce n'était pas de raconter leur biographie, mais vraiment de distiller les principes universels, les fameuses lois derrière leur succès. Et sa conclusion est radicale. Radical, oui. La réussite, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un talent inné, c'est une méthode. Et cette méthode, elle peut s'apprendre. Donc on n'est pas sur un simple recueil de citations inspirantes, mais bien sur une feuille de route, un système. La question, c'est de savoir si ce système conçu il y a un siècle est encore pertinent. Qu'est-ce qui différencie vraiment ceux qui avancent de ceux qui stagnent? Le livre promet une réponse. Et tout commence par un point de départ d'une simplicité presque déconcertante. La première loi. C'est ça, le fondement de tout l'édifice. Il l'appelle l'objectif principal défini. Alors là, j'avoue, ma première réaction, ça a été bon, encore un livre qui dit qu'il faut avoir des buts. On l'entend partout, ça. Qu'est-ce que son objectif principal défini a de si différent d'une liste de bonnes résolutions qu'on oublie en février? La différence, elle est immense. Et elle est dans chaque mot. Principal, ça veut dire un seul, pas 10. Un seul, d'accord. Et défini, ça veut dire précis, clair, quantifiable. Ce n'est pas « je veux être en meilleure santé ». Non, c'est « je veux courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici 6 mois ». Tu vois la différence? Oui, c'est beaucoup plus concret. L'analogie du navire qu'il utilise est assez parlante. Exactement. Un bateau sans destination, il dérive. Il est à la merci des courants, du vent. Mais un bateau avec une destination claire, un port précis, lui, il peut utiliser les vents, affronter les tempêtes, ajuster sa course. L'objectif principal défini, c'est le port de destination, en fait. C'est ça. Il transforme le chaos des efforts de tous les jours en une trajectoire cohérente. Donc c'est moins une liste de souhaits qu'un filtre pour prendre des décisions au quotidien. Chaque jour, on peut se demander, est-ce que ça me rapproche de mon port? Ou est-ce que ça me fait dériver? Voilà. Et psychologiquement, l'effet est très puissant. Quand ton esprit se concentre sur un but clair, il commence à voir le monde différemment. Il repère les opportunités, les infos, les gens qui peuvent aider. Et ça nourrit directement la loi suivante, sur la confiance en soi. Directement, avoir une direction claire. Ça engendre la conviction qu'on peut y arriver. C'est une confiance qui se construit sur la clarté, pas sur de l'optimisme aveugle. Il propose même une formule à se répéter, comme une incantation magique, mais pour vraiment graver cet objectif dans le subconscient. D'accord, donc l'objectif donne une direction et cette direction nourrit la confiance. C'est une boucle vertueuse. Mais même avec le meilleur cap et une grande confiance, on est un peu seul sur son bateau. Et c'est là qu'il introduit un concept qui, je l'avoue, m'a toujours semblé un peu ésotérique. Le mastermind. Oui, voilà. Quand je l'ai lu, je me suis demandé, est-ce que c'est une vraie stratégie ou une sorte de pensée magique? C'est une excellente question, parce que le mot peut prêter à confusion, c'est vrai. Mais si on gratte un peu le vernis, le concept est incroyablement pragmatique.
La définition de Hill est très précise. Une coordination de connaissances et d'efforts dans un esprit d'harmonie entre deux personnes ou plus pour un but défini. Le mot-clé, c'est harmonie. C'est le mot-clé. Ce n'est pas un simple brainstorming où chacun donne son avis dans son coin. Non, c'est une alliance où l'ego est mis de côté. Tout le monde rame dans la même direction. Et c'est là qu'il parle de cette troisième force mentale, de cet esprit maître qui émergerait. Oui, et c'est là que ça peut paraître un peu abstrait. Mais pensons-y concrètement. Quand deux personnes qui se respectent et partagent un but discutent d'un problème, les idées qui sortent n'appartiennent souvent ni à l'un ni à l'autre. Elles naissent de l'interaction. Elles naissent de l'interaction, du rebond, de la synergie. 1 + 1, ça ne fait pas 2, ça fait 3 ou 10. Cet esprit maître, c'est juste le nom qu'il donne à cette intelligence collective qui se crée. Ce n'est pas un fantôme, c'est la puissance de la collaboration focalisée. Il donne l'exemple des vendeurs d'assurance-vie, qui est vraiment marquant. Ça montre que ce n'est pas réservé qu'aux géants comme Ford ou Edison. Absolument. Il décrit ce groupe de vendeurs aux résultats médiocres. Individuellement, ils sont découragés, isolés. Et sur les conseils de Hill, ils forment un mastermind. Exactement. Ils se réunissent 1 fois par semaine. Pas pour se plaindre, mais pour partager les réussites, analyser les échecs et brainstormer sur les cas difficiles des autres. Et le résultat est spectaculaire. En 3 mois, ils vendent plus que pendant toute l'année d'avant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en commun leur expérience, leur énergie, leur enthousiasme. L'enthousiasme de l'un a contaminé les autres. C'est puissant. Mais ça repose sur le fait que chaque membre apporte une vraie valeur. Ce qui m'amène à une autre loi du livre qui m'a semblé un peu à contre-courant aujourd'hui, Laquelle? celle qui dit de prendre l'habitude de faire plus que ce pour quoi on est payé. Ah oui, celle-ci, elle fait souvent tiquer. Dans notre culture qui parle d'équilibre vie pro-vie perso, de quiet quitting, ça peut sonner comme une apologie de l'exploitation. C'est exactement ça. On imagine la réaction de quelqu'un aujourd'hui. Il s'est juste fait exploiter un samedi après-midi. On a cette histoire où il, jeune, reste au bureau un samedi pour aider un avocat. Mhm. C'est une belle histoire, mais où est la limite entre se rendre indispensable et se faire avoir? La distinction est cruciale, et il insiste dessus. Il ne s'agit pas de se laisser exploiter passivement. C'est une stratégie active, consciente. D'accord. L'idée est double. Premièrement, en faisant plus et mieux que ce qui est attendu, on développe ses propres compétences. On s'entraîne, on devient meilleur. La première personne qui en bénéficie, c'est soi-même. On investit sur soi, en quelque sorte. Exactement. Et deuxièmement, on se rend visible. On change la perception des autres. On n'est plus celui qui fait son travail, on devient celui sur qui on peut compter, qui a de l'initiative. Et ça attire les opportunités. Il appelle ça la loi de l'accroissement des rendements. C'est presque un principe d'investissement. C'est ça. Vous investissez de l'effort et du service en plus aujourd'hui, et le retour sur investissement arrive plus tard, mais de manière amplifiée. Dans l'histoire de Hill, il n'a pas été payé pour son samedi, mais son geste a tellement impressionné l'avocat que ce dernier lui a ouvert son réseau. Le retour n'était pas un chèque, c'était un tremplin. Voilà. C'est une loi de cause à effet. La qualité et la quantité du service déterminent à terme la position et la rémunération. C'est proactif. Et tout ça me ramène à notre histoire du début, celle du pasteur Gonzalus. Il n'avait pas de capital, pas de bâtiment, rien. Juste son idée, son plan. Il semble dire que l'imagination, ce n'est pas de la rêverie, c'est un vrai outil. C'est le 4e grand pilier. Pour Hill, l'imagination, c'est un atelier mental. C'est là que tous les plans sont créés. Il la divise en 2 formes. L'imagination synthétique. C'est-à-dire, C'est le fait de réarranger de vieux concepts, de vieilles idées, pour en créer de nouvelles combinaisons. C'est ce que la plupart des innovateurs font. Comme il le dit, c'est bâtir de nouvelles maisons avec de vieilles pierres. c'est l'essentiel de l'innovation finalement. Précisément. Et puis, il y a l'imagination créatrice. Là, il devient un peu plus métaphysique. C'est là qu'on touche à l'intuition, aux éclairs de génie. C'est ça. Qu'on adhère ou non à cette dimension plus spirituelle, le point pratique est le même. Il faut cultiver sa capacité à générer des idées. Les exemples sont parlants. F.W. Woolworth, le fondateur des grands magasins. Oui, Il a passé des mois à construire ses magasins dans son imagination. Il visualisait chaque détail, le placement des produits, le flux des clients, avant même d'avoir loué un local. Edison faisait pareil, non? Il testait ses inventions dans sa tête? Des centaines de fois avant même de construire le moindre prototype. C'est une vision très active de l'imagination. On n'attend pas l'inspiration, on la sollicite, on la travaille comme un muscle. Et il insiste sur le fait que les opportunités sont souvent juste sous nos pieds.
Oui, l'idée de la mine de diamants sous vos pieds. On cherche la fortune au loin, alors que les plus grandes opportunités sont dans notre travail actuel, notre secteur, les problèmes de nos clients. L'imagination, c'est la pioche qui permet de déterrer ces diamants. D'accord, donc si on récapitule, on a un objectif ultra clair, la synergie d'un groupe, l'habitude d'apporter plus de valeur et l'imagination pour créer les plans. Ce sont des leviers de pouvoir extrêmement puissants. Mais le pouvoir peut corrompre. Comment il s'assure que sa philosophie ne sert pas juste à créer des requins plus efficaces? C'est une excellente question. Et c'est la clé de voûte de tout son système. C'est la dernière loi qu'il place au sommet, la règle d'or. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Oui, mais attention, il ne l'aborde pas comme un précepte moral ou religieux. Pour lui, c'est une loi de conduite humaine, aussi pragmatique et inévitable que la loi de la gravité. Comment ça? Comment il le justifie comme une loi du succès? Par un mécanisme qu'on pourrait appeler un boomerang social. Chaque pensée, chaque acte que nous projetons vers les autres génère une force qui finit par nous revenir. Toujours. D'accord. Si vous bâtissez votre carrière sur la manipulation, la malhonnêteté, eh bien vous créez autour de vous un environnement de méfiance. Et tôt ou tard, l'édifice s'effondre. Parce que personne ne veut coopérer durablement avec quelqu'un en qui il n'a pas confiance. À l'inverse, l'honnêteté attire l'honnêteté. Exactement, une attitude d'équité, de service, de coopération. Ça attire la confiance et la coopération des autres. C'est presque mathématique. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ce principe, formulé il y a un siècle, est encore plus vrai aujourd'hui. Il est 1000 fois plus pertinent. À l'ère numérique, la réputation nous précède et nous suit partout. Un seul acte de mauvaise foi, un seul client maltraité, et ça peut être amplifié à l'échelle mondiale en quelques heures. La règle d'or n'est plus seulement une philosophie, c'est une stratégie de survie économique. C'est ça. La coopération durable, basée sur la confiance, est une force bien plus puissante que la compétition destructrice. Le succès durable est impossible si on viole les droits des autres. En somme, les lois du succès, c'est vraiment un système intégré, une philosophie de l'effort organisé. Tout à fait. Le message qui revient sans cesse, c'est que la connaissance seule ne sert à rien. Le pouvoir ne vient pas de ce qu'on sait, mais de ce qu'on fait avec ce qu'on sait. De manière organisée et persistante. C'est l'organisation qui transforme un tas de briques en une cathédrale. Toutes les autres lois du livre, la maîtrise de soi, l'enthousiasme, la concentration, visent à créer cette organisation de l'effort. C'est une belle image. Pour la réflexion finale, j'aimerais qu'on aborde la manière dont il redéfinit un concept qui nous paralyse tous, l'échec. Ça a vraiment changé ma perspective. Ah, c'est un des points les plus libérateurs de sa philosophie. Il y consacre une leçon entière. Il soutient que ce qu'on appelle échec, ça n'existe pas vraiment sous une forme permanente. Il préfère un autre terme. Oui, il insiste sur l'importance des mots et il parle de défaite temporaire. Une défaite temporaire. La nuance semble petite, mais psychologiquement, elle change tout. Elle est capitale. Un échec, ça sonne comme un verdict final, une étiquette. Une défaite temporaire, c'est un événement, une étape. Juste un moment sur le chemin. Voilà. Pour il, chaque défaite, chaque revers est en fait un cadeau déguisé. Elle porte en elle, dit-il, le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. C'est une information cruciale qu'on n'aurait jamais pu obtenir autrement. C'est un feedback du réel qui nous dit « fail », cette approche ne fonctionne pas, essaye autre chose. Exactement. Il va même plus loin. Il dit que sa propre philosophie est le fruit de ses plus grandes défaites temporaires. Il a connu la faillite, des projets qui se sont effondrés. Absolument. Et c'est en analysant avec une honnêteté brutale les raisons de ces défaites qu'il a pu distiller les lois de la réussite. L'échec n'était pas l'opposé du succès, c'était le matériau brut avec lequel le succès a été construit. Ça change complètement la perspective. On ne cherche plus à éviter l'échec à tout prix. Non, on cherche à apprendre de chaque défaite, le plus vite possible. Alors, la pensée sur laquelle on pourrait conclure, c'est peut-être une question à se poser. La prochaine fois qu'on fait face à ce qui ressemble à un mur. Oui. Et si cette prochaine défaite temporaire n'était pas une impasse, mais simplement un panneau indicateur, Un panneau qui nous force à nous arrêter, à réfléchir, et qui nous oriente vers une route bien meilleure? plus directe ou plus enrichissante que celle qu'on avait prévue au départ. Et si chaque revers était en fait une redirection vers notre véritable objectif?